Je commence déjà à avoir chaud, il va falloir donc que je sois efficace. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à la croisée des plumes. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo pour la chaîne, vous avez une période en juin, vous aviez un vlog et plusieurs dimanches sans rien parce qu'il faisait trop chaud et ça, la canicule cumulée au rush de la fin d'année scolaire faisait que j'avais ni le temps ni le courage de tourner, donc veuillez m'en excuser. Là je tourne aujourd'hui puisque j'ai quelques jours off chez moi avant de partir en retraite d'écriture, donc j'ai pourquoi pas tourner quelques vidéos pour en avoir d'avance. Il commence à refaire chaud malheureusement, donc là je tourne le matin rapidement, j'ai la fenêtre ouverte tant que l'air est encore pas trop chaud pour aérer. Si vous entendez des bruits de voitures, de chiens qui aboient, d'enfants qui jouent, veuillez m'en excuser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier parce que sur le temps, pendant ma petite absence, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, c'est drôle parce que j'ai lancé officiellement la chaîne en juin 2025. Elle existait déjà depuis 2023, mais elle servait juste de plateforme en fait pour diffuser les épisodes du podcast sur YouTube. Mais je l'ai lancé officiellement il y a un an, vraiment vidéo face caméra, en format booktube. Et donc qu'un an après, on ait dépassé les 500 abonnés, j'en suis très fière, très contente, merci beaucoup, j'en reviens pas. Parce que 500 c'est déjà beaucoup. Donc à voir, merci pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis la première heure. Bonjour, bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous êtes nombreux à être arrivés avec ma vidéo que j'ai fait, ma dernière vraie vidéo sur les chaînes booktube que je vous recommande. Donc j'espère que mon contenu va vous plaire. Et sur ce, on se lance donc dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vais pas être très originale, je vais vous proposer une pile à lire de l'été. J'ai un update lecture sur mes lectures de printemps qui arrive très prochainement, mais je voulais vous faire une pile à lire avant tout parce que cet été, comme je vais être beaucoup en déplacement, je vais pas avoir le temps forcément de me poser comme ici pour filmer, donc je me suis dit pour mes lectures de l'été je ferai des vlogs lecture où je me filmerai voilà, en format vlog au fur et à mesure que j'avance dans mes romans, et comme ça vous aurez l'avis à chaud mais vous aurez des avis quand même sur mes lectures de l'été. Et donc je vais vous présenter là les lectures que j'ai sélectionnées. Alors ça sera plus une pioche à lire qu'une pile à lire puisque j'ai une quinzaine de livres à vous présenter. 15 livres que j'aimerais bien lire cet été et je me connais dans aucun monde où j'arrive à lire les 15. Surtout qu'il y en a certains, c'est des sacrés pavasses. Et surtout que j'ai un roman à finir d'écrire cet été et aussi des visites, voilà, des activités prévues avec mes amis et ma famille. Donc voilà, il n'y a aucun monde où j'arriverai à tout lire, mais je vais piocher dans ces lectures au fur et à mesure de l'été. Je pense que je vais faire un peu au hasard, une roue de hasard pour vous piocher voilà, un titre au hasard. Mais si jamais dans ce que je vous présente, il y a des livres qui vous intéressent plus que d'autres, des livres que vous avez lus, que vous avez envie de me recommander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que je les piocherai voilà, en priorité, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous présente du coup ces livres, ces 15 livres normalement, qui m'intéressent pour cet été 2026. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, là j'ai mes gros tas à côté, je les prends dans l'ordre qui arrive. J'aimerais bien lire cet été Impitoyable serment de Rebecca Ross, qui est le tome 2 de la duologie Divine Rivalité. Pourquoi? Parce que j'ai lu Divine Rivalité très récemment. Ça, je vous aurai mon avis dans la prochaine vidéo qui sortira donc dimanche prochain, qui est mon update lecture sur mes lectures du printemps. Je vais pas trop vous spoiler mon avis, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que quand je suis passée à Reims l'autre jour, je l'ai trouvé en librairie pour pouvoir enchaîner,
Parce que j'ai la fâcheuse tendance des fois dans des sagas, dilogies, trilogies, à trop espacer mes lectures entre chaque tome. Donc là je dis c'est une duologie, tu l'as fini, tu l'enchaînes dans l'année. Donc voilà, tome 1 au printemps, tome 2 pendant l'été, pour que tout ça soit assez frais dans mon esprit. Je m'attarde pas trop dessus, si peut-être vous pitcher un peu le tome 1. Ça se passe dans une fantaisie, un monde de fantaisie, un peu ambiance Première Guerre mondiale, puisqu'il y a une guerre entre deux dieux, un dieu, une déesse, et du coup les humains s'enrôlent dans cette guerre, donc un côté vraiment ambiance avec tranchée, Première Guerre mondiale, et on va suivre donc deux personnages, donc Iris et Roman, ça commence déjà. Quand je vous dis qu'il faut que je le lise rapidement, je commence déjà à être sûre des prénoms, c'est dingue. Qui sont journalistes, rivaux dans le journaliste, parce qu'ils ils visent le même poste au sein de la rédaction du journal, ils vont devenir reporters de guerre, et il y a aussi toute une correspondance magique entre eux qui va se faire. C'est un mélange entre la Première Guerre mondiale et le film Vous avez un message, je crois. C'est You've Got Mail en anglais avec Tom Hanks et Meg Ryan. Voilà. J'en dis pas plus, rendez-vous la semaine prochaine pour mon avis sur le tome 1. Je suis désolée si vous entendez la porte grincer, je dois laisser la porte du bureau ouverte pour que Didine rentre si elle a envie, parce que sinon elle va pleurer à la porte et ça va être pire, mais du coup il y a un petit courant d'air donc on entend un peu les grincements. Je suis désolée. C'est ça ou c'est les Simagrées de Didine, donc à vous de choisir. Mais du coup ça fait des bruits, je sais pas si vous entendez bien la vidéo, mais ça fait un peu It's giving haunted house quoi, maison hantée. En parlant de maison hantée, enfin maison hantée, pas trop, c'est pas une histoire fantôme, c'est une histoire de vampire. C'est le côté un peu Summerwin, vous savez, Halloween en plein été, lecture d'horrifique peu dans l'été. J'ai envie de lire un Stephen King, ça fait longtemps que j'ai pas lu Stephen King. J'ai lu pour l'instant ça, qui est une grosse pavasse, c'est deux tomes assez gros, et j'ai lu Shining. Et j'ai plein de Stephen King encore qui m'attendent, et je sais pas... J'aime bien réserver ce genre de lecture pendant l'été, parce que tous les Stephen King, c'est des pavasses. Et moi, j'ai tendance à lire les pavasses pour l'été, tout simplement parce que j'ai davantage de temps pour lire, puisque je suis en vacances. Et celui que j'ai choisi pour cette année, c'est Salem. C'est un de ses premiers romans, si je ne dis pas de bêtises, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas une histoire de sorcière. On n'est pas sur les sorcières de Salem, on est sur le vampire de Salem. C'est un roman qui est reconnu comme l'un de ses meilleurs. Je sais qu'il y a une adaptation qui existe aussi qui a l'air terrifiante. Donc j'ai très envie de le lire. Donc ça sera celui de cet été, et l'année prochaine, je pense que je vais peut-être lire Cimetière. Je sais pas encore, sachant que j'ai plein de pavasses qui m'attendent, mais vraiment, lui il fait plus de 800 pages. J'ai plein de pavasses de Stephen King ou d'autres auteurs notamment que je réserve pour l'été, que j'ai jamais le temps, donc à chaque fois je dis bah, l'été prochain. Donc ça va être des trucs, ça va faire 10 ans bientôt que je vais les avoir, ça va finir comme ça, je me connais. Donc voilà, je m'y tiens, une pavasse chaque été, et donc ça serait une lecture, je pense que je vais faire tout au fil de mon été, avec une autre d'ailleurs que je vais vous présenter à la suite. Moi ça me dérange pas en vrai, ça dépend des romans, mais ça me dérange pas d'être sur deux lectures différentes, une lecture en une fois et une lecture que j'étire sur plusieurs semaines quand c'est des œuvres comme ça. Donc voilà, Stephen King, et mon autre qui est, ah bah bien sûr, tout en bas du tas, sinon c'est pas drôle. Je vais lire aussi, pour la lecture commune que j'organise sur la chaîne, le tome 3 des Misérables. Donc là c'est mon intégrale qui fait 1600 pages, et le tome 3 fait entre 300 et 400 pages, comme c'est à peu près divisé comme ça les 5 tomes des Misérables. Tout simplement parce que on se retrouve tous les 2-3 mois sur la chaîne pour faire un live pour parler du tome qu'on vient de lire. D'ailleurs, là à l'heure où j'enregistre, à l'heure où la vidéo que vous la regardez,
on a enregistré le live avec Perceline sur le tome 2 qui s'appelle Cosette. Vous pouvez retrouver dès à présent le replay de ce live sur la chaîne. Je vous mets tout ça en haut, en bas, en description, quoi. Et donc on se donne rendez-vous pour le tome 3 qui s'intitule Marius en septembre, donc il faut bien que je le lise cet été, et aussi que bah voilà, j'ai tous mes petits post-it et tout, que je la note pour préparer le live qui aura lieu début septembre, mi-septembre. J'ai hâte. Ensuite, on continue avec les Pavas, avec le tome 1 de La Machine de Katia Lanero Zamora. C'est une duologie qui est publiée chez ActuSF, qui traîne depuis quelques temps dans ma pile à lire déjà. Alors, en plus j'ai un peu honte parce que vous voyez peut-être, j'avais commencé à le lire, je crois, l'été dernier. Les circonstances, le mood, etc. ont fait que j'ai pas pu continuer. Donc je me dis, ça y est, je m'y tiens. Alors, j'aimerais bien lire le tome 1, dans l'idéal, j'aimerais bien enchaîner avec le tome 2. Pour le coup, je l'ai déjà. Je l'avais acheté à la fermeture des éditions ActuSF, la première version, quand ça avait fermé, pour être sûre de l'avoir. Et donc je me dis, il y a un monde où je peux enchaîner, où il y a un monde où je donne la priorité à mes autres livres. La Machine, de quoi ça parle? C'est une histoire fictive, une famille fictive qui s'appelle la famille noble des Cabayoles. Et on va suivre donc deux frères, Diane et Andrés. Et en fait c'est une réalité, un pays qui ressemble fortement à l'Espagne, où en fait il y a une révolution qui gronde entre des royalistes, des républicains, voilà. Et du coup ça va être une fresque familiale avec ces deux frères qui vont se retrouver dans des camps ennemis de cette révolution. Ça a l'air hyper puissant et comme roman hyper poignant aussi, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est Katia Lanero Zamora, c'est une actrice qui me tente beaucoup depuis longtemps. Elle a aussi publié chez Argive depuis. Donc voilà, le tome 1 de La Machine, et ça va me permettre d'enchaîner. Je dis que je prenais au hasard, mais non, finalement, j'ai envie qu'il y ait quand même un fil conducteur, qui ait une transition logique. Mais du coup, il est tout en bas. Ah non, c'est bon. Je vais enchaîner avec du coup un autre livre. Cette fois, c'est pas que ça inspire l'Espagne, c'est que ça se passe en Espagne. C'est Sous le marbre, la révolte de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. Regardez-moi la beauté de cet objet de livre, comme d'habitude, avec les éditions Hurlevent. Ça se passe en 1955 en Espagne, et on suit du coup en fait une jeune femme qui s'appelle Gabrielle, qui est venue s'installer à Madrid. Elle travaille dans un musée, donc il y a toute une exposition autour d'un sculpteur, donc moi qui adore les arts, etc. Ça me parle, surtout que mon roman actuel, le fameux que je suis en train d'écrire, c'est un roman sur la sculpture. Voilà. Donc c'est ça, et en fait ça se passe en 1955, dont le contexte en fait c'est le début de la rébellion contre le régime franquiste. Donc vous voyez, il y a vraiment une thématique, la machine, plus imaginaire, révolution Espagne, là historique, révolution Espagne. Il faut savoir que Sous le marbre la révolte, c'est techniquement un tome 2. Puisque le personnage de Gabrielle, on la découvre dans le premier roman de Juliette Galliani qui s'appelle Nuit d'orage à Haute-Rive aux éditions Hurlevent. J'avais eu un énorme coup de cœur sur Nuit d'orage, qui est un huis clos, drame familial à Lyon dans les années 50. Ça commence, on sait qu'il y a un meurtre, que quelqu'un est mort dans cette famille. On sait pas qui, donc tout est un retour en arrière pour mener à ce décès. Vraiment ambiance Lyon, suffocante, orage, ce côté orageux où tu sens que ça va péter. Hein. J'avais vraiment adoré. Et donc, il était temps que je lise ce tome 2. Alors je crois qu'on peut lire les deux indépendamment, parce qu'on suit le personnage de Gabrielle, mais je crois que c'est une suite sans être une suite. Si ça tombe, je vous dis une énorme bêtise. Et écoutez, je vous le dirai dans mon vlog lecture. Hein. Mais voilà, comme le tome 1 faisait déjà très ambiance été, que ça c'est le tome 2 et en plus ça se passe en Espagne, lecture d'été obligée. Voilà.
Ensuite, un livre que je veux lire impérativement cet été, c'est Good Girls Don't Die de Christina Henry. C'est une lecture en VO qui m'a été prêtée par mon amie Colombe et je veux la lire impérativement, même genre peut-être ça va être une de mes premières lectures parce que je vois Colombe au moment où je tourne dans une semaine pour une requête d'écriture et je me dis ça serait bien que je lui rende à ce moment-là parce que j'ai la fâcheuse tendance à prendre en otage les livres des copines. Elles me prêtent gentiment des livres. Et des fois, je prends des mois, voire des années à les lire. Je suis vraiment désolée, Colombe, Perceline, Valérie. Je suis vraiment désolée. Bon. Donc je me suis dit, je vais le lire en premier comme ça. Je lui rends rapidement et ça s'attarde pas. En plus, ça a l'air trop bien. En fait, elle m'en a parlé lors de notre dernière requête d'écriture ensemble, justement. Et elle me l'a tellement donné envie que j'ai dit je veux le lire, elle me l'a apporté gentiment, merci Colombe. En fait c'est comme un recueil de 3 novellas, c'est 3 histoires horrifiques. Je préfère pas trop vous en dire parce que comme c'est plutôt des nouvelles, c'est mieux de pas trop en savoir, je vous en parlais lors de ma lecture, mais de ce que m'a dit Colombe, le pitch m'a déjà terrifiée. Christina Henry, c'est une autrice que vous connaissez peut-être parce qu'elle a des textes traduits, c'est chez 404 éditions je crois. C'est elle qui a fait les réécritures horrifiques de Peter Pan, Le Petit Chaperon Rouge, Alice au Pays des Merveilles, etc., etc. Donc je vais la découvrir sous des formes de novella en VO et j'ai hâte. Encore donc la thématique plutôt Summerwind. Est-ce que j'ai encore du Summerwind à vous partager? Bah oui. Alors, on va être dans une thématique l'été où. L'été où. J'ai deux livres qui s'appellent comme ça. En premier, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. Et il est ici donc aux éditions Game Master. Il existe aussi en poche. Tiffany McDaniels, c'est une autrice dont j'ai souvent entendu parler, dont on m'a souvent vanté les mérites, mais elle me fait un peu peur parce que ces romans ont la réputation d'être difficiles, pas difficiles dans le niveau de lecture, mais plus dans les thèmes. Il y a des scènes difficiles. Par exemple, Betty de Tiffany McDaniels. Je sais pas si j'aurai le courage de le lire un jour parce que c'est un roman qui dénonce des choses très graves, parce que c'est une jeune fille qui subit, à moitié en fait son père est natif américain, donc elle a à moitié les métis et elle va subir un ce racisme mais aussi beaucoup de violence sociétale, intrafamiliale, je crois, enfin faut avoir le cœur bien accroché je pense pour lire ça. Et autant je peux lire des trucs horrifiques en imaginaire, en fantastique et tout, autant ce genre de violence là, ça me fait mal. Voilà. Donc je ne sais pas, ne jamais dire jamais. J'avais acheté il y a déjà 3-4 ans, hein, je crois. Celui-là, L'été où tout a fondu, qui est aussi violent, je crois. Mais bon, le pitch m'a vraiment accroché, le titre aussi. En fait, déjà, rien que la phrase qui est mise en exergue, là, c'est « La chaleur est arrivée avec le diable ». Ça se passe en 1984 dans une petite ville de l'Ohio. Et en fait, t'as le maire de cette ville qui met une annonce dans le journal et qui invite le diable à venir dans la ville. Et le lendemain, en fait, il y a un petit garçon noir qui, avec des yeux d'un vert, vraiment d'un vert troublant, qui se présente et qui dit « Je suis le diable, voilà, c'est moi, je suis là ». J'en sais pas plus. Je vais pas lire le reste du résumé. Tout ce que je sais, c'est que le pitch m'accroche de fou. C'est un roman avec la chaleur qui doit parler d'une certaine violence aussi dans cette Amérique des années 80, cette Amérique rurale. Je crois que ça évoque des thèmes comme l'homophobie, etc. Parce que on est en plein dans cette époque-là, hein, aussi la crise du sida qui arrive, etc. J'ai vraiment hâte, voilà, ça sera mon premier Tiffany McDaniel. Alors je le mets dans le l'horrifique parce que moi il y a cette idée de un peu cette horreur sociale, ce côté, cette évocation du diable qui me fait penser à ça. Mais sachant que son prochain roman qu'elle va écrire, pour le coup elle le revendique vraiment comme de l'horrifique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est pas horrifique. Après ça tombe, je dis n'importe quoi, mais Léon dit me donne l'impression qu'il y a une certaine violence dedans. Je sais pas, on va voir. Et mon deuxième donc, roman où tout a l'été là, L'été où je suis morte cette fois, de Nora Lake et de Cécile Guillot aux éditions Naos. Il est encore sous blister. Je l'avais précommandé. Il est sorti en avril et je l'ai toujours
pas ouvert parce que j'attendais du coup cet été pour le lire, parce que je sais que ça c'est une lecture summer wind, enfin l'été où je suis morte, sachant que Nora et Cécile, je les adore toutes les deux en tant que personne et en tant qu'autrice. J'attendais beaucoup avec impatience ce roman-là parce que Nora m'en avait parlé quand elle était en train de l'écrire. Donc techniquement, je connais l'histoire, je sais à peu près ce qui arrive, mais il y a une chose d'en parler, elle était avec moi dans la voiture, on se pitchait nos romans, et de le lire une fois qu'il a été rédigé, corrigé, travail éditorial, etc. Vous voyez? Donc j'ai vraiment hâte, encore une fois, l'objet livre est sublime, comme d'habitude. Pour l'histoire, on est dans 1995 dans l'Oregon, un camp de vacances, vraiment l'ambiance summer camp. Ça fait très film d'horreur ou très roman d'horreur. Moi, je me souviens de Chair de poule qui se passe dans des camps de vacances. Je pense à des films d'horreur qui se passent dans des camps de vacances. On pense bien entendu au vendredi 13, c'est ça. Ou encore, celui avec la jeune fille qui s'appelle Angela, je crois. Je sais plus, je vous mettrai l'affiche là. Et on suit donc des jeunes filles. Donc il y a deux temporalités. En 95, on a une jeune fille qui s'appelle Anna qui disparaît dans ce séjour, dans ce camp. Et un an plus tard, son amie revient en fait. Et elle va enquêter sur la disparition d'Anna, qui a jamais été retrouvée. De mémoire, ce que m'a dit Nora, c'est très tendu. J'adore ça. Je ne demande que ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Transition. Alors on va rester avec Nora. Pas un roman qu'elle a écrit, mais un roman qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de Ce feu qui nous consume de Rory Power. Je ne sais rien de ce livre. Nora me l'a offert, donc j'y vais les yeux fermés, je lui fais confiance. Rory Power, j'avais lu il y a 6-7 ans maintenant. Wilder Girls, qui est un peu une sorte de Sa Majesté des Mouches au féminin du body horror. C'était trop young adulte à mon goût. Franchement, je l'ai mis dans mon CDI et il fonctionne assez bien, voilà, chez les plus grands. Donc, je serais pas allée d'office, retourner d'office chez voir Rory Power, mais je fais confiance à Nora. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Margot Nilsson se rend pour la première fois dans la ville natale de sa mère. En explorant l'ancienne propriété familiale en ruine, elle pensait enfin renouer avec ses racines. Mais à vouloir déterrer le secret de famille, on court le risque de se brûler les ailes. Intriguant. Écoutez, j'y vais un peu à l'aveugle, je fais confiance au goût de Nora. Et je vous dis ça en vlog. Ou pas peut-être, ça dépendra du tirage au sort ou de vos recommandations. On va rester un peu dans tout ce qui me fait penser à vraiment cette littérature américaine horrifique, c'est un peu ce Southern Gothic avec une autrice que j'adore. Il s'agit de Shirley Jackson. J'aime beaucoup Shirley Jackson. Pour l'instant, j'ai lu ses deux œuvres les plus emblématiques, c'est-à-dire La Maison Hantée, The Haunting of Hill House, et Nous avons toujours vécu au château, qui sont deux romans, mais des chefs-d'œuvre de l'horreur, de l'étrange, de la littérature du malaise, voilà. Et donc en fait j'aimerais bien à l'avenir vous faire une vidéo sur Shirley Jackson où je vous présente chacun de ses livres, la plupart de ses livres en tout cas, de ses nouvelles aussi et mon avis dessus. C'est pour ça que je me suis procuré un roman qui est un peu moins connu d'elle, qui s'appelle Hang Saman, Chérie Vache Noire. Alors, je vais pas vous le faire de tête, donc je vais vous le relire le résumé. À 17 ans, Natalie Waite s'apprête à rentrer à l'université. Adolescente solitaire, elle tente de survivre à son étouffant milieu familial entre un père dominateur et une mère soumise. Pour cela, elle s'invente des vies parallèles et cherche à nouer des relations avec des inconnus, tel cet homme que ses parents ont invité à leur cocktail et qui n'hésitera pas à s'attaquer à la jeune fille. Mais Nathalie se persuade que rien n'est arrivé. Nathalie se persuade de beaucoup de choses. Que doit croire le lecteur ou ne pas le croire? Telle est la question. Et là, on est sur un personnage féminin troublé et non fiable. C'était déjà le cas dans ce que nous avons vécu au château, où c'est un narrateur première personne, et c'est aussi le cas dans La Maison Hantée, où c'est le narrateur troisième personne, mais le personnage féminin est vraiment pas très stable mentalement.
et ça part en vrille. J'adore les personnages à la psyché troublée de Shirley Jackson, donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de découvrir Ankh-Saman. Ça a l'air... Je pense pas que ça soit, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit du fantastique comme la maison hantée, je pense que c'est plus du psychologique réaliste comme le château. Voilà. Donc vous êtes prévenus, prochainement, je ne sais pas quand, je vais pas m'engager, mais prochainement une vidéo sur Shirley Jackson arrivera. J'aimerais bien en fait proposer des vidéos sur des autrices phares de l'imaginaire et de la littérature de genre en général. Donc j'ai plein de noms en tête et j'aimerais bien inaugurer cela avec Shirley Jackson. Et j'aimerais bien faire aussi à un moment donné une vidéo sur Leigh Bardugo, qui était une de mes premières autrices préférées. Je l'ai découvert il y a 10 ans avec Six of Crows, j'étais encore à la fac, toute jeune. J'ai dévoré toute sa saga Young Adult, je suis en train de lire sa saga adulte Dark Academy horrifique. Et j'aimerais bien aussi lire ce one-shot qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelle Le Familier, que j'aurais pu placer avec La Machine et Sous le marbre la révolte, puisque on est aussi en Espagne d'ailleurs, mais cette fois à la fin au XVIe siècle à Madrid, donc à la fin de la Renaissance. Et en fait c'est une fantaisie historique, puisqu'on va suivre donc Lucia Cotado, qui pratique la magie, qui est fille de cuisine, et la maîtresse de la maison, je lis en direct le résumé parce que je sais plus trop. Je sais juste que c'est du Leigh Bardugo, donc je vais lire en tous les cas. La maîtresse de maison découvre ses pouvoirs et va l'utiliser pour se placer à la cour. Et je sais qu'il y a une dynamique entre cette jeune fille et ce premier secrétaire du roi qui va devenir un peu son mentor, peut-être plus, je sais pas, ambiguïté. Ça me donne vraiment très envie. Je crois que c'est Perceline qui avait été un peu déçue. Donc on verra pour ma part. J'adore la couverture, ce côté-là vraiment renaissance luxurieuse de l'Espagne. Et voilà. Oui, il y a un être immortel aussi qui va devenir son mentor en magie. Ouah, ça promet. Avec l'Inquisition espagnole et tout. Ouais, ça... Il y a moyen que donc ça envoie du lourd. En tout cas, sur le papier, ça a tout pour me plaire. L'ambiance, la magie et l'autrice que j'aime beaucoup. On verra bien. Une autre autrice que j'aime beaucoup, c'est Avaride. J'ai décidé que je lirais tout de cette autrice. Elle est connue pour Un patient englouti, notamment, sa duologie qui a été traduite. Moi, je préfère, c'est son premier roman, Juniper and Thorn, qui est aussi très horrifique. Je vous en avais parlé dans un update lecture, si j'y pense, je vous mettrai le lien. Et j'ai envie de tout lire. Après, je sais de ce qu'elle a publié, ses premiers romans sont les plus sombres. Après, c'est un peu plus mainstream, on va dire. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, faut pour tous les goûts. Et elle a publié notamment Lady Macbeth. Alors là, j'ai la version en VO que j'avais achetée à Shakespeare Co. à Paris. Mais ça a été traduit en français depuis. Alors Lady Macbeth, attention, merci aux personnes qui m'avaient prévenu, donc Magali Lefebvre. C'est pas vraiment c'est une réimagination du personnage de Lady Macbeth, du Macbeth de Shakespeare, mais c'est pas une écriture non plus du Macbeth de Shakespeare. Je pense que c'est une inspiration de ça, plus un travail autour de la figure de cette femme de pouvoir et d'ambition. Ça me tente beaucoup, moi ça me fait penser de ce que j'en vois du travail que j'ai fait avec le personnage de Kirsten dans mon roman Le Reflet Brisé, qui est une revisite en fait de la figure de la reine, la méchante reine de Blanche-Neige avec un peu de Phèdre et justement de Lady Macbeth de Shakespeare. Là, on va voir ce qu'elle fait de cette figure. Pareil, j'ai vu des amis un peu mitigés passer, mais bon, je vais faire mon propre avis. Il me reste beaucoup de romans d'Avaride à lire parce qu'elle est très prolifique et la plupart de ses sorties me tentent vraiment, dont sa dernière, la Innamorata, elle a l'air dingue. Bref, tous les ans je vais me lire au moins un Avaride, voire deux, peut-être. Et donc ça sera celui de cet été. On arrive au bout et je n'ai que 30 minutes d'enregistrement, je suis très fière de moi. Alors, autre autrice que j'aime beaucoup, enfin j'ai eu un coup de cœur pour son
son second roman, le premier que j'ai lu. Elle en a publié pour l'instant deux autres, bientôt un quatrième sortira avec un 4 mains chez Gallimard Jeunesse. Trêve de suspense, il s'agit de Chris Vuklizevic avec Dernier jour d'un monde oublié. C'est son premier roman publié chez Folio Fantasy, c'est grâce à ce roman qu'elle s'est fait découvrir, puisque elle avait gagné en fait Folio avait organisé un concours pour ses 20 ans, je sais plus pour quel anniversaire, et c'est elle qui a gagné ce concours avec ce premier roman. Donc il est temps que je le découvre. Alors je suis prévenue que par Perceline notamment que ça n'a rien à voir avec Du thé pour les fantômes, son roman que j'ai adoré. Peut-être que j'ai pas du tout aimé, mais voilà. Mais rien que pour l'autrice, je veux découvrir ce qu'elle a fait dans un autre genre. Pour la même raison que je lirai également sa romantaisie qu'elle a publiée sous le nom d'Ava Vivalda, par exemple. Dernier jour, monde d'un oublié, on est plus sur une fantaisie post-apo, d'après ce que j'ai compris. Le titre est magnifique. Plus de 3 siècles après la Grande Nuit, Sheltel, l'île du centre du monde, se croit seule rescapée de la catastrophe. Mais un jour, la main, sorcière chargée de donner la vie et de la reprendre, aperçoit un navire à l'horizon. Il est commandé par un pirate impitoyable. Une pirate, pardon. Bien surprise de trouver une île au milieu du désert mouillé. Si la main voit en ces étrangers, décidément j'ai du mal. Si la main voit en ces étrangers une menace pour ses secrets, Arthur Pozar, commerçant sans scrupules, considère les intrus comme des clients potentiels, susceptibles d'augmenter encore, si possible, son immense fortune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Qu'elle les mène à la gloire ou à la ruine, la sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les instigateurs, bien malgré eux. Ça a l'air fou. J'ai très très hâte. J'aime beaucoup le travail de Chris Vuklizevic, que ce soit son premier roman, mais aussi le podcast qu'elle anime avec ses amies autrices, qui est très qualitatif, si vous aimez tout ce qui est écriture. Il me reste 2 livres à vous présenter, je suis fière de moi. Jour de sang de Sue Rainsford aux Forges de Vulcain. J'adore la couverture. Jour de chant, c'est le second roman, peut-être. En tout cas, c'est le second roman d'elle que je vais lire, c'est sûr. J'avais adoré son premier roman, qui est Jusque dans la terre, chez les mêmes éditeurs, qui est un Sorbonne gothique très étrange, un peu un ovni littéraire, faudra que je vous en reparle dans une vidéo. Un côté très Sorbonne gothique, très chaud, très organique, un peu horreur corporelle. Et donc je me suis laissée tenter par celui-là, je l'avais acheté aux Imaginales il y a 2 ans, quand elle y était. Malheureusement, j'avais pas pu l'avoir sur le stand, avoir un dédicace, mais je l'avais acheté quand même. Ce n'est que partie remise, je la verrai un jour, je pense, j'espère. Alors Jour de sang, on est plutôt sur une ambiance un peu... aussi un peu post-apo, enfin pas un monde qui s'achève, j'ai l'impression. On suit Anna et Adam qui sont des jumeaux qui habitent une commune abandonnée dans un paysage un peu en décrépitude. Et on voit qu'il y a un peu la fin du monde qui arrive et donc eux ils gardent, ils alternent. Adam il garde le jour et elle garde la nuit, donc en fait ils se croisent qu'à l'aube ou le crépuscule, ça a l'air très particulier. Et ils vont y croiser en fait un ancien chef qui va un peu s'introduire dans leur rituel un peu étrange. Il y a cette l'intrusion d'un étranger qui vient d'une autre communauté et qui va en fait un peu remettre en question tous leurs petites habitudes. Je pense que c'est un peu aussi la peur du changement de l'autre dans un monde apocalyptique où tout le monde devient un potentiel danger quand on essaye de survivre. C'est un peu ce que j'ai l'impression, ce que c'est. Mais j'en sais pas plus encore une fois. Comme c'est une pioche à lire, mes présentations des livres sont très aléatoires et vous m'excuserez. Et enfin, on va rester dans la thématique chaleur, mais science-fiction. Et oui, vous ne rêvez pas, Nina Gorlier va lire de la science-fiction, alors que j'en lis très peu. C'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas un genre que je déteste, c'est juste un genre qui m'attire pas forcément. Mais il y a des exceptions. Et dans ces exceptions, il y a l'univers de Dune de Frank Herbert.
J'ai eu un coup de cœur pour cet univers quand je suis allée voir le film de Denis Villeneuve qui est sorti en 2021. J'ai adoré la partie 1, j'ai aussi encore plus adoré la partie 2. Entre temps, j'ai vu l'adaptation de Lynch qui est assez particulière, assez chaotique, que j'ai adoré. Et depuis que j'ai découvert cet univers, donc il y a bientôt 5 ans, je dis mais il faut que je lise Dune. J'ai emprunté les 3 premiers tomes à mon oncle depuis 2021, je les ai toujours pas lus, c'est la honte. Et là, je me dis, il y a le 3e film Dune qui sort en décembre. Là, j'ai plus d'excuses. Faut que je lise. Du coup, Dune, le tome 1 et le Messie de Dune, le tome 2. Oh là là, alors, c'est vraiment une couverture, un vieux livre rétro. Donc, voilà. Vous m'excuserez. Je sais pas si ça se reflète un peu, quoi. Mais bref. Vous voyez bien Dune et Messie de Dune. Donc, il y a 2 tomes en un seul ouvrage. Au moins lire Dune cet été, lire Le Messie de Dune cet automne. En tout cas, je veux avoir lu ces 2 tomes pour le Dune partie 3 de Denis Villeneuve qui sort en décembre et qui adapte Le Messie de Dune. Faut que je sois à jour et là que je puisse aussi voir la qualité de l'adaptation. Sachant que j'ai également Les Enfants de Dune qui sont donc le tome 3 de la saga littéraire, qui ne seront, je ne pense pas, adaptés par Denis Villeneuve, mais qui a été adapté en série il y a dans les années 2000 avec James McAvoy, un de ses premiers rôles. Voilà, pour que je puisse quand même enchaîner les adaptations, etc. J'ai vraiment hâte. C'est un monument de la littérature. Ça se passe sur Arrakis, sur cette planète qu'on appelle également Dune, donc une planète désertique, d'où l'idée de chaleur l'été. C'est des grosses pavasses écrites tout petit, donc encore une fois, ça serait bien peut-être que j'ai le temps de me poser pour lire, d'où l'idée de lire pendant les vacances. Je sais qu'on retrouve un peu, on peut faire des parallèles entre le Dune et le Trône de Fer, puisque en fait c'est à la manière de Star Wars. Dune c'est plutôt de la space fantasy que de la science-fiction. Alors c'est dans notre futur, puisqu'en fait c'est le futur de la Terre, voilà, où l'être humain est allé conquérir l'espace. Donc il y a par exemple les langues parlées sont des descentes des langues que parlaient les humains, voilà. Mais sinon, en fait, on est dans un monde où la révolution des machines a échoué dans la guerre des humains contre les machines. Du coup, c'est une science-fiction où il n'y a pas d'intelligence artificielle, d'androïdes, etc. Vraiment. C'est vraiment une science-fiction très plus avec des humaines et avec des guerres de pouvoir. Alors, on n'est pas avec des royaumes ou des duchés comme dans le Trône de Fer, on est avec des familles qui se battent avec des planètes, dont la famille des Harkonnen et la famille des Atreides. Et il y a un côté, bien sûr, tragédie grecque, si vous connaissez le mot Atreides. Et on reconnaît beaucoup d'inspiration, je trouve, de Frank Herbert dans l'œuvre de J.R. Martin. Moi, de ce que je sais de Dune et ce que je sais du Trône de Fer, je reconnais beaucoup le personnage de Paul dans le personnage de Daenerys, et la critique en effet du coup justement du héros providentiel et ce que ça entraîne. Donc je sais que j'adore cet univers et je sais que les personnages sont fascinants. Il y a beaucoup aussi de personnages de femmes très intéressants, personnages féminins, notamment Lady Jessica ou la princesse Irulan ou les Bene Gesserit, qui est un corps de femme un peu sorcière, prêtresse, qui c'est elles qui ont le pouvoir dans ce monde et qui manipule en fait la grande histoire. Bref, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que je vais adhérer au style de Frank Herbert? Voilà. Voilà voilà pour cette pioche à lire de mon été 2026. Donc, encore une fois, si jamais parmi ces livres, il y en a que vous avez lus, n'hésitez pas à me les recommander pour que je les mette en avant dans qui deviennent ma pile à lire plutôt que ma pioche à lire. N'hésitez pas à partager votre avis, lesquels vous tenteraient le plus également. On en parle en commentaire. Si jamais vous avez fini cette vidéo, vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez également mettre un petit, je sais pas, des petits emojis qui évoquent l'été pour montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir été patient un peu dans ce petit
cette petite pause due à la canicule, mais entre temps vous pouvez retrouver mon dernier vlog, vous pouvez retrouver mes rediffusions de mes lives sur Les Misérables, vous allez me retrouver la semaine prochaine pour un update lecture et pour des vlogs lecture et écriture. J'ai hâte de vous tourner tout ça, de vous parler de tout ça. Voilà, encore merci pour les 500 abonnés. Merci pour votre soutien, merci aux nouveaux arrivants. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.